Je sais même pas si on va faire un mana et plasma ou. Voilà, allez. On va parler littérature un peu. Ah, mais je suis pas à ma place, moi, pour parler littérature. T'as mis tous les potards à fond là? Cool. Tous tes sons sont bons, après il n'y a plus que les balances de volume à régler. Les volumes de casque. Les volumes de casque. Moi je suis bien. Le passé est passé. Les voix des livres. Les voix des livres. Délivré, désormais plus rien ne m'arrête. Les voix des livres. Honnokoe. Suara buku. C'était émission impromptue, les voix des livres, bien sûr avec des auteurs et des autrices, enfin une autrice. Ah, dis donc, c'est masculin. Hein. Allez, mets ton casque, va. Oh là là, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Voilà. Ça y est. Allez Guillaume, Allez. mets ton casque. Tocheux. Oui, présent. Tocheux, t'es auteur toi? Ça dépend de quel point de vue on se place. Le fait divers. Je dis beaucoup de conneries, donc oui. Oui, parce que t'es podcasteur en fait, Tocheux. Non, j'ai fait du podcast pour me faire plaisir. Bon, en Je tout suis cas, pas podcasteur. aujourd'hui, tu co-animes cette émission avec trois auteurs, dont une auteure parce que toi tu n'es pas une autrice, tu es une auteure. J'ai dit auteur moi. Ouais, toi tu dis auteur. Chacun son truc, hein, Voilà. et puis ça se respecte. Merde. Et un nouveau, parce que vous avez déjà entendu Biliana et Guillaume dans Les Voix des Livres, mais il y a un nouveau, un gars que j'ai rencontré il y a, c'était je sais plus sur quel festival, qui m'a alpagué, c'était aux Imaginales, je Oui, crois. je pense. Ouais, Je pense que ouais. c'était aux Imaginales. Sam Cornell, je ne me trompe pas. Tout à fait. Bon, Tout à fait. qui écrit des choses spéciales, c'est à la croisée de plusieurs genres. Plusieurs genres, tout à Ouais, fait. c'est cool. Est-ce que tu peux... alors, là, tu es avec d'autres collègues. Bonjour. Et voilà, donc je te présente Biliana, donc, qui écrit déjà 6 romans de publiés, et quelques autres qui arrivent, que j'ai Voilà. tous achetés. Voilà, J'ai oui. tout acheté, Oui, tout. merci. D'ailleurs, j'ai acheté tous vos livres, les amis. Ah, il m'en reste un. Il t'en reste encore. un. Ah, il m'en reste un. Absolument, attends. Guillaume, donc, qui a écrit un roman policier qui se passe à Rennes. Donc, on pourrait dire du polar régionaliste, mais non. Oui, sans lettres. Voilà, enfin, c'est un peu c'est- péjoratif, mais c'est. après Ils ont tout. écrit à l'endroit où ça se passe. Mais Voilà. voilà. Et donc, alors, Mais c'est la capitale du monde, Rennes. tu c'est sais. la capitale Oui, voilà. du monde libre. Oui, voilà. Sam, toi, tu es sous la pluie bretonne, parce que tu es en bout de table et du coup, tu prends toute la. On est habitué en Bretagne, c'est le crachin breton. T'es breton, toi? Alors, je me considère comme breton parce que ça fait quand même presque 30 ans que j'y vis, mais je suis originaire de Normandie. D'accord. Mais du coup, Ouest-Irlande, t'es à la maison. Exactement. Ah oui. C'est- Mais tu cours tous les festivals que tu peux. Combien par an? Combien par an 7, 8 peut-être. Ah, ça va. Non, ça va, il y a des Moi, gens j'en qui fais font autant que beaucoup toi, plus. alors, tu vois. 7, 8 et puis quelques librairies ou bibliothèques. Mais sinon, en salon, j'en fais 4, 5 avant l'été et 2, 3 après l'été. Ah, ça va. Du coup, ouais, je te vois parce que j'ai de la chance. Et c'est gentil. Donc, est-ce que tu peux parler de ton gros œuvre là, ce gros pépère là, à Tocheux, qui ne Oui. te connaît pas? Alors, le premier qui est sorti il y a quelques années chez Livres Éditions était à la base une quadrilogie, donc il y avait 4 épisodes. Alors je tiens au terme épisode parce que c'est un peu un hommage aux feuilletonistes de fin 19e, début 20e, et notamment à Gaston Leroux, voilà, pour ceux qui connaissent Rouletabille ou au moins le fantôme de l'opéra. Et donc c'était 4 parties, et puis j'écrivais d'abord pour moi, hein, de toute façon. Fallait prendre plaisir, il y avait à peu près 7 à 800 pages sous mon traitement de texte. Une fois la quadrilogie terminée, et puis surtout parce que je suis très très mauvais dans l'estimation des durées des textes que je vais écrire, et toujours aujourd'hui, hein, ça fait presque maintenant 15-20 ans que j'écris, je suis toujours très mauvais, et je me suis dit bon, je faisais déjà des nouvelles de 50 pages à peu près, donc je me suis dit un roman ça fait 150 à 200 pages, je me suis complètement trompé. Donc j'avais une histoire en tête, et tant qu'elle n'était pas développée ni terminée, je l'ai continuée, et puis c'était surtout pour m'essayer différents styles. Et donc chaque épisode a un style différent, et puis une fois que la masse et que le texte et l'histoire étaient terminés, ça aurait été dommage de ne pas essayer de le publier. Donc c'est comme ça que c'est sorti.
c'est un peu à la croisée des genres. Qui s'appelle La collision des mondes, tout à fait, Voilà, je ne l'ai pas parce qu'on encore n'a pas dit, dit le c'est vrai. La collision des mondes chez l'Ivresse, et donc c'est à la croisée des genres, puisque à la base ça commence comme une enquête policière, alors pas à Rennes, mais en Normandie, dans les années 20, parce que la Normandie des années 20, voilà, c'est Étretat et ce genre de choses Gaston Leroux se prête assez bien à Gaston Leroux était normand, mais aussi bien sûr Arsène Lupin se déroulait beaucoup en Normandie, voilà. Donc le lieu et l'époque se prêtaient bien à une enquête, sauf que l'enquête elle est quasiment résolue au bout d'une centaine de pages et que l'inspecteur va se retrouver confronté à d'autres morts qui vont s'accumuler au cours de ces différentes pérégrinations. Et petit à petit, voilà, on va se rendre compte que le mystère est beaucoup plus épais que ce qu'on imaginait, que ça prend des racines quelques décennies plus tôt, voire quelques siècles plus tôt, et c'est là que je peux, au travers d'autres personnages, comme dans un roman choral, faire arriver différents thèmes. Donc à la fois, ça commence comme une enquête plutôt classique et statique, dans un milieu presque clos, la Normandie, enfin voilà, ça c'est pas juste un seul endroit, c'est pas un huis clos, mais c'est quand même... Les années 20 en Normandie, ça devait pas être... c'était pas Paris, quoi, c'était pas... Voilà, il y avait quand même... mais après, à voyager, aller beaucoup plus vers le thriller et des choses qui sont quand même beaucoup plus étranges, plus d'action, forcément aussi, si on voyage et s'il se passe plus de choses. Et petit à petit, puisque j'écris du fantastique, on est dans un festival fantastique, petit à petit, voilà, les mystères vont quand même devenir beaucoup plus étranges, curieux, et il y aura notamment un mécanisme aux propriétés extraordinaires, que je ne vais pas révéler pour peut-être de potentiels futurs lecteurs, mais qui serait au cœur de cette histoire. Et comme il a été rapporté par les croisés au Moyen-Âge, eh bien, je revisite aussi l'histoire de France, voire d'Europe, au travers de la recherche de ce mécanisme par différentes factions ou personnes qui vont soit chercher à se l'approprier, soit à le détruire, y compris des personnes célèbres. D'accord. Du coup, il y a des incursions dans les autres époques précédentes, ou tout est pris du point de vue depuis les années 20 ? Alors c'est une bonne question. En bon normand, je dirais un peu des deux. Bonne réponse. C'est-à-dire qu'il y a le point de vue central, le premier et le quatrième épisode se passent en Normandie dans les années 20. Par contre, les autres époques sont évoquées. D'accord. Mais elles sont évoquées. On ne vit pas pas des trop... flashbacks. Oui, mais on n'est pas dans le... On n'est pas dans le flash. On n'est pas dans le aujourd'hui 1715. Non, c'est ça. D'accord. Et, voilà, ça raconte des histoires de famille, donc ça parle de certains ancêtres, mais le cœur de l'histoire, c'est quand même les années 20. Et du coup, il fait 800 pages. Alors après, une fois qu'il a été accepté par une maison d'édition, puisque j'avais, comme je le disais, une certaine masse documentaire, je l'ai soumis à des maisons d'édition. J'ai reçu quelques lettres de refus, bien évidemment, comme certains d'entre nous, lorsqu'on essaie de publier son premier roman. Et puis, à un moment donné, le Graal est arrivé. J'ai pu le publier. La maison d'édition a décidé de le sortir en un seul volume, ce qui est une très bonne idée. Alors au début, je ne connaissais pas encore tout à fait ce milieu-là. Moi, je suis scientifique à la base. Et donc, c'était 4 épisodes, donc j'estimais au moins 2 ou 3 volumes. Et elle m'a dit non, ça n'a pas de sens. Donc, on a un peu discuté. Et bon, j'ai forcément laissé ma maison d'édition gagner cette âpre bataille. Et elle avait raison, en fin de compte, parce que comme ça commence comme une enquête et que ça finit clairement dans du fantastique, mais du fantastique limite horrifique, donc vraiment quelque chose d'assez cataclysmique, les gens ne se seraient pas retrouvés en prenant que le premier ou en prenant que le quatrième. C'est-à-dire que ça n'aurait pas fait sens. Des gens qui aiment le polar n'auraient pas compris qu'à la fin ils se retrouvent dans quelque chose de très fantastique. Et les gens qui cherchent du fantastique et qui auraient acheté que le premier n'auraient pas compris où est le fantastique. C'est un peu ce que j'appelle le syndrome Une nuit en enfer de Tarantino. Ah oui, carrément. Où t'as 3 quarts d'heure de après ça part en vrille. Et après ça part dans du vampire. Ma femme, je me souviendrai toujours de son... Quoi ? Des vampires ? Au cinéma, j'adorais ce moment. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Merci pour la référence et l'exemple, parce que c'est exactement ça en fait. C'est exactement ça. Et du coup, les 800 pages, c'est les 4 épisodes en un seul. Oui, sur les 4 épisodes. Et en fait, le travail éditorial fait qu'il n'en faisait plus que 700, parce que c'est écrit plutôt petit, avec une petite marge. Et il s'est pas mal vendu. On est déjà au 3e tirage et bientôt peut-être au 4e. Donc quand il a été retiré, alors les marges ont été encore un tout petit peu plus petites, et maintenant il en fait 666. Pas mal. Bien joué. Et alors,
Maintenant, on va passer. Alors là, on est sur le. Bon, t'as écrit un autre texte. On va passer sur le comment tu commercialises. Parce que tu as une façon de t'es pas distribué dans les Fnac, tout ça. Donc là, c'est de la vente en festival. En festival. Alors, ouais. Et ça, c'est intéressant. Donc c'est une maison d'édition à compte d'éditeur. Donc elle se charge de tout. Hein. Donc, et d'ailleurs, moi j'ai trouvé que c'était une expérience extraordinaire de vraiment travailler avec un éditeur. C'est quel éditeur ? Livresse Édition. Donc qui est une maison belge qui publie en alors beaucoup d'auteurs français hein, et d'autrices françaises. Elle a donc plutôt des auteurs francophones, donc français, belges, Oui. suisses. Elle envoie aussi au Canada avec un partenariat. Et elle a plutôt en côté livre illustré, elle a aussi des traductions. Donc c'est plutôt francophone, mais sans distribution. Donc c'est la distribution directe en fait. Ce qui fait que il faut aller à la rencontre du public, comme je le fais aujourd'hui. Alors à Rennes, pour moi, c'est plus facile. Mais comme je le disais, 7-8 salons à peu près par an pour rencontrer le public et puis pouvoir lui proposer le livre en fin de compte. Et ça m'intéresse parce que justement, j'ai en face de moi deux auteurs, là je peux dire auteurs, Oui. et qui ont des modes de distribution différents aussi. Hein. Toi, Biliana, c'est distribué par tes éditeurs, parce que tu as plusieurs éditeurs. J'ai plusieurs éditeurs, mais Ouais. après, c'est. Comment ça s'appelle Quoi, donc la diffusion, la Oui. distribution, Bah, je sais plus. ils ont Oui, dit- t'es sur le catalogue des libraires. Oui, voilà. quoi. Ouais, ouais. Certains, en fait, ça dépend des maisons d'édition parce que Ouais. les 3 où je suis ne sont pas forcément à la même échelle, en fait. D'accord. Donc, il y en a, oui, puis il y en a d'autres, non. il n'y a pas de Ça diffusion en librairie Oui, en voilà. fait, c'est ça. Mais Oui. toi, est-ce que tu vends tes livres en direct à part à moi? Non, moi je vais jamais à la rencontre des lecteurs. Ah. Oui, c'est vrai. Non, moi j'ai un problème de timidité. C'est fini ça. Maintenant que tu es dans le podcast, c'est Je suis une terminé. timide maladive, donc moi je me cache. Non, comme je disais, moi je suis plutôt active sur les réseaux et c'est comme ça que en fait je fais plus de ventes vraiment en communiquant avec mes lecteurs directement, qui me demandent en privé mes livres et du coup je peux leur préparer des petits cadeaux, des dédicaces et tout Ouais. ça. Donc moi c'est plutôt par ce biais-là que je fais des ventes. Donc TikTok et Instagram, mais beaucoup Ouais. TikTok. Beaucoup TikTok, ouais. Donc là, depuis peu de temps d'ailleurs, Oui. hein, ça fait depuis août dernier, Ouais. 2023. Et donc C'est ça. est-ce que tu es OK pour communiquer des chiffres? Parce que je trouve ça important aussi. Je sais pas trop, franchement. Parce que là, tu les fais les paquets, donc tu dois, Ah tu dois ouais, les compter. ouais. Hein. Non, je pense que j'avais un stock d'une 50aine de livres. Ouais. Et là, il doit m'en rester une quinzaine, quoi, depuis Et quand août. tu rachètes les livres à l'éditeur, lui, du coup, il a sa com. Et toi, après, tu le vends comme tu veux. Oui, voilà. Et l'argent est pour toi. Ouais. D'accord. Donc là, on a plusieurs façons. Toi, tu m'as dit ce matin que si on peut en parler des milliers de livres que tu as vendus ou c'est Oui, oui, ça se compte en milliers quand même, malgré tout. Ouais, c'est chouette. Mais c'est pas des centaines de milliers non plus, faut Non, pas bien sûr, exagérer. mais bon, c'est Alors- quand même bien. Oui, clairement. Et puis Gold Rush a été retiré aussi, alors que Gold Rush vient de Alors, Gold Rush vient de sortir, Il vient ouais. de sortir et il a déjà été retiré, donc je ne me plains pas. Non. Clairement. Alors, il n'y a pas de distribution directe, mais néanmoins, les livres sont quand même sur ce qu'on appelle Dilicom, par exemple. Ah. C'est-à-dire que n'importe qui en France peut aller en librairie, Et commander le livre. Voilà. Ah oui. ça, oui. Il n'est pas nécessairement en rayon. Alors, autour de Rennes, puisque je vis à Rennes, oui, il va se retrouver en rayon dans les librairies. Pareil en Normandie, puisque je suis originaire de Normandie, mais sinon, n'importe quelle librairie de France et de Navarre Va sur Dilicom et peut commander. il peut commander le livre et il l'aura. C'est ça que je cherchais à dire C'est tout à l'heure. quoi, Je ne plus le Dilicom? nom de Ah oui, Dilicom. Donc D'accord, vous êtes sur Dilicom, Oui, tu voilà. vois, je ne savais pas. moi ouais, aussi, ouais. ouais. Et donc je dis à tous mes amis libraires, Annabelle, tu peux commander les livres de Biliana et Guillaume, t'es sur Dilicom, t'es comment tu Bah fais pareil, oui, mais je pense que sur Dilicom, en fait, il y a accès à tous les livres qui sont édités par des éditeurs référencés, tout simplement. quoi. Alors, il y a une inscription crois. à faire. Il ne faut pas juste avoir un ISBN. Ah oui, d'accord. Alors, il y a plusieurs bases de données. Il y a Dilicom et Electre. Oui, c'est. Alors, il y en a, Ah oui. il y en a encore d'autres, hein. Mais les deux plus gros, c'est Dilicom et Electre. Et après, alors, j'ai découvert ça en creusant un petit peu. Et après, il y a des logiciels
qui se basent sur ces bases de données, mais qui ont aussi leur propre base. Alors c'est un peu compliqué, mais au final, si vous êtes sur Dilicom et Elect, grosso modo, la plupart des libraires vont vous trouver. Oui. L'inscription à la BNF, donc le numéro ISBN qui est en bas des livres, ne suffit pas pour que les libraires puissent trouver votre livre. D'accord. Toucheux, tu avais une question à poser. Ouais, mais c'est une question qui est très générique et je pense qu'on a déjà dû tous vous la poser. C'est qu'est-ce qui vous passe par la tête un jour pour vous dire ça je vais en faire un bouquin et ça je vais essayer de le faire publier. C'est quoi l'amorce? Le mystère. Non mais c'est ça parce que tu vois, juste un truc, c'est que moi j'aimerais savoir écrire, j'aimerais pouvoir écrire. Et j'ai souvent commencé, j'ai jamais terminé. Mais je continue de temps en temps et à chaque fois je me dis mais en vrai c'est un bordel. Comment vous faites? D'où ça vous vient et comment vous faites? Honneur aux dames. Ah, sympa. Non, en général, je pense comme un peu tous les auteurs, c'est transmettre soit un message, soit une émotion qu'on a ressentie, qu'on a envie de faire ressentir aux autres et qu'on a envie d'aller au bout de cette émotion pour être compris des fois, en fait. Ouais. Voilà. C'est une sorte de communication. Ah, complètement, oui, moi je En trouve... fait, vous faites de l'art, parce que c'est de l'art, hein, la littérature, ça on va pas le contester, mais en fait, pour moi, personnellement, hein, c'est que mon avis, pour moi l'art c'est une forme de communication, Oui, quelle qu'elle soit, complètement. et que ce soit la musique, la littérature, tout ça. Donc si on a envie de parler aux gens, on choisit son channel, quoi. Oui, c'est ça. Oui, ouais. oui, Ouais. oui. Donc On a choisit un le mode où besoin, on est le plus à l'aise, en voilà, fait. de parler au monde et aux humains. Après, ça va se traduire, je pense, de façon différente selon les auteurs. Moi, par exemple, ça va être un personnage. Mon point de départ, ça va toujours être un personnage qui va tout à coup se trouver suffisamment incarné, que je vais sentir, qui va avoir des spécificités qui vont faire que je vais avoir envie de lui faire vivre des trucs. Et puis, finalement, tout ce qu'il a à vivre, tout l'univers dans lequel il va être, vont se créer à partir de lui. Souvent, c'est ça. Tu vis un peu par procuration à travers tes Oui, personnages. oui, mais je crois qu'on le fait tous aussi un peu. Hein. Faut consulter, hein. Sam, à mon Pour avis, arrêter ensuite, mais non. connaissant un tout Non, mais petit la peu schizophrénie, personne. Non, oui, il la vit bien. Mais on incarne tous nos personnages, donc Bah c'est oui. une histoire de schizophrénie. Tout à fait. Hein. Et toi, tu veux incarner... T'avais un personnage en tête que tu aimerais faire vivre? Toi, déjà, t'as un Moi, personnage. justement. Oui, voilà. Moi, je veux être juste moi, je veux être juste heureux de vivre ce que je peux vivre, de ce que les autres me font vivre. Après, j'essaye de le transmettre à ma manière aussi dans mon canal, mais Son podcast qui s'appelle Roule avec moi, qui est une sorte de journal extime. je sais pas ce que c'est en fait. C'est juste moi qui a des réflexions, qui a des pensées. Et ça prend trop de place dans ma petite tronche, donc du coup, j'ai juste qu'une seule solution, c'est de les sortir. Ça déborde. En les verbalisant, voilà, c'est tout. Après, les gens écoutent, les gens me font des retours, ils écoutent pas ou ils font pas de retour. Enfin, c'est pas grave. D'abord, je le fais pour moi. C'est pour ça que je me demandais si c'était d'abord vraiment pour vous ou s'il y avait quelque chose d'autre à aller chercher derrière. Ouais, moi quand j'écris, tu vois, je ressens un peu les mêmes choses que toi. C'est des fois des pensées, des réflexions que j'ai et qui se développent au travers de mes personnages. Des fois, c'est comme si mes personnages me répondaient. Je vais partir dans une réflexion et un personnage va dire quelque chose auquel j'aurais pas forcément pensé si je l'avais pas verbalisé, écrit. Et donc je me réponds des fois à moi-même dans mes écrits. Donc moi en tout cas, ça fonctionne comme ça. Je sais pas, Sam, si c'est ton cas. Hein. J'ai un doute là. Alors, typiquement, moi j'aime bien la réflexion de se dire que on choisit son canal de communication, c'est vrai, c'est un moyen d'expression. J'avais l'autre jour dans un podcast, comme quoi les podcasts c'est intéressant à écouter, cette notion de dialogue en fin de compte, et je ne l'avais pas remarqué, c'est qu'en fin de compte on construit un dialogue avec les lecteurs au pluriel. Parce que chaque lecteur, donc nous on écrit notre livre, mais chaque lecteur, à moins qu'on soit hyper descriptif, va se faire son propre film et sa propre vision. Et chacun des lecteurs va avoir une vision différente. Et en fin de compte, il y a un dialogue qui s'instaure. Ça vient pas de moi, hein, ça vient de l'auteur ou l'autrice que j'ai écouté. Et je trouvais que c'était assez pertinent de se dire que voilà, alors c'est un moyen de communication, mais c'est un dialogue. Alors qu'on n'imagine pas du tout la notion de dialogue quand le livre c'est statique, il y a des tonnes de caractères et c'est tout. Mais non, en fait c'est un dialogue avec le lecteur. Mais moi, d'où ça vient? Moi, il faut que j'aie la chute. Moi, si je n'ai pas la chute d'une nouvelle ou même d'un roman qui fait finalement 700 pages, il faut que j'aie la chute parce que c'est la chute, en espérant qu'elle soit bonne, hein, c'est pas à moi de le juger, mais je me dis que c'est toujours ce qui reste chez le lecteur. Donc moi, si j'ai une chute, tu me dis une histoire qui se termine comme ça, c'est vachement sympa. Et après, je remonte à rebours. Ok. Ah, t'écris à rebours.
alors j'écris dans le bon ordre une fois que j'ai eu l'idée. J'écris dans le bon ordre, quoique parfois certains chapitres sont écrits avant d'autres. Gold Rush, typiquement, j'ai écrit la fin et le début. Parce que je voulais une fin percutante que j'avais en tête, je voulais un début percutant, et après, alors j'espère que c'est pas un ventre mou, mais j'ai écrit. Voilà. Mais par contre, si j'ai pas de chute, si j'ai pas le truc comme dire cette histoire, elle parle de ça et elle se termine comme ça, bah je vais pas l'écrire. Mais c'est comme le roman policier, il faut absolument avoir un dénouement, fatalement. Oui, vaut mieux avoir après. Après, on peut, c'est difficile à expliquer, mais on peut sentir. Alors, c'est plus pratique d'avoir le dénouement dès le départ, mais on peut sentir aussi au cours de l'écriture que le dénouement on peut se surprendre soi-même quelque part. Bah après, il y a un truc qu'on dit beaucoup chez les auteurs, il y a les jardiniers et les architectes. Ouais. Voilà. Donc les architectes qui structurent vraiment leurs chapitres et puis les jardiniers qui ne savent pas. Moi, je suis une jardinière. Quand je commence, je ne sais jamais ce que je vais écrire. Je ne sais pas quand ça se termine et je ne sais pas quelle est la fin. Excellent. Je commence, c'est tout. Je suis incapable de prendre des notes, ça me gêne en fait. Donc je suis obligée de faire comme ça, sans filet. Alors donc je note, donc j'ai 2 architectes, une jardinière. Non, je suis plutôt jardinier aussi. Ouais. Moi je suis jarditecte. Moi, je suis Ça me va jarditecte. bien, moi aussi. Ouais. Je suis jarditecte parce que, comme je le disais, il me faut voilà, la fin de l'histoire que je veux raconter. Après, il me faut une trame quand même. Donc je sais que je vais raconter grosso modo telle histoire avec tel personnage. Par contre, quand j'écris, il me faut un côté de jardinier parce que sinon je ne vais pas prendre de plaisir. C'est-à-dire que moi j'ai du mal à comprendre les purs jardiniers parce que j'ai du mal à comprendre les gens qui ne savent pas où ils vont. Je dis pas que ça va bien. Je dis que moi, mon Ça te cerveau, fascine un peu, tu te dis, oh là là. ça me fascine. Mais Stephen King est jardinier parfois. Et les purs architectes, je les comprends pas non plus, parce qu'en fin de compte, je me demande quel plaisir ils ont, puisqu'ils ont ils ont des fiches, ils ont des fiches de personnages, ils ont des bibles. Moi je connais des grands auteurs, ils ont fait des bibles sur des bouquins qui font peut-être 200 à 300 pages, ils ont fait des bibles sur leur univers qui fait à peu près la même taille, quoi. Ça sera jamais publié, c'est juste pour avoir le contexte. Mais moi j'ai besoin d'avoir du plaisir quand j'écris, parce que j'écris d'abord pour moi. On publie pour les autres, je trouve, mais on écrit d'abord pour soi. C'est très vrai ça. C'est très vrai. Ouais, c'est très vrai. Et chacun fait. Bon, ça va, tout le monde est d'accord, alors pour l'instant. Mais on est d'accord. Et en fait, il faut que j'y trouve du plaisir. Donc le côté jardinier, c'est comme tu disais toi tout à l'heure, c'est-à-dire que les personnages, j'aime bien de temps en temps, sur une scène, sur un truc qui m'emmène quelque part que j'avais pas prévu, parce que je n'ai que les grandes lignes. Et c'est là où je prends du plaisir. Parce qu'en fait, on les voit vraiment vivre. On les sent vivre. On est comme si on était vraiment caméra à l'épaule derrière le personnage. Là, j'écris du post-apo. J'ai terminé un bouquin. Et je suis derrière une ado de 17-18 ans. Et je suis vraiment caméra à l'épaule derrière elle, quoi. À chaque fois, j'ai l'impression d'être vraiment juste derrière son oreille, quoi. Ah oui, c'est fascinant cette histoire de caméra à l'épaule, non, ça vous dit? Oui. Ah, moi ça me parle énormément. Toche, oui. est-ce que tu as une caméra à l'épaule quand tu enregistres tes podcasts? Tout le temps. Tout le temps. Parce que t'as beau avoir le cerveau qui est en roue libre, t'as quand même certaines choses que tu t'interdis d'aborder. Des questions profondément personnelles. Des questions de discrimination, de discours qu'on ne devrait pas entendre aujourd'hui et qui malheureusement ont pignon sur rue. J'aborde éventuellement l'idée, mais je veux absolument pas reprendre un propos. Donc j'ai toujours c'est pas une caméra sur l'épaule, mais c'est ce petit diable et ce petit ange d'un côté et de l'autre. Et qui me Le font, monteur, t'as le monteur déjà. Non, moi c'est du roulé-monté. Hein, donc moi par contre c'est One Rush. J'appuie sur Rec. Ouais. J'arrête, je mets un bout, une intro, une outro et c'est terminé. Et entre les deux, ça te plaît pas, tant pis. Voilà, c'est comme ça. Par contre, je veux bien en discuter. Ouais, oui, après, ouais. Et justement, il aborde aussi, par la bande, un sujet intéressant. Après, je vous laisse tranquille. Hein. C'est qu'est-ce que vous interdisez d'écrire? Est-ce que vous interdisez des choses? Sam, par exemple, est-ce qu'il y a des choses auquel tu fais super attention et tu t'interdis, ou tu es en roue libre totale et c'est le Sam tout entier qu'on a dans tes romans? Non, je pense que consciemment ou inconsciemment, je m'interdis certaines choses. Alors, moi j'écris quand même, je peux aller dans l'horrifique, hein, ça mes lecteurs le savent bien. Mais néanmoins, j'ai encore du mal. Alors même si j'ai progressé dans les horreurs que je peux raconter. Et Gold Rush typiquement a des choses qui sont quand même pires que la collision des mondes, tu vois. Mais j'aurais du mal encore aujourd'hui à faire des thrillers où vraiment il y a de la violence gratuite.
j'ai envie d'écrire un thriller, mais tu vois, des espèces de psychopathes vraiment très torturés dans leur esprit. Comme moi, je dois me mettre dans la peau des personnages. Je n'arrive pas, ou je ne souhaite pas, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, à me mettre dans des gens qui sont vraiment, vraiment détraqués. Tu vois. D'écrire des salauds, les pires salauds. Moi, je décris des choses dans Gold Rush où il y a des pires salauds, mais des salauds caricaturaux, un peu à la Tarantino, tu vois. C'est-à-dire que t'es pas. C'est presque du théâtre. C'est ça, Tarantino, ouais, t'es pas toujours dans la psychologie des personnages. Tu vois, tu les vois éclater des choses, éclater des têtes ou autre, mais tu n'es pas dans leur tête. Tu es dans celle, malheureusement, qu'ils explosent. Et moi, me mettre dans la tête d'un psychopathe pervers très, très, très. Vraiment tordu, ça je n'y arrive pas encore. Et puis après, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a des sujets aujourd'hui où je sens que c'est polémique et que la moindre phrase peut être mal interprétée et ça peut lancer des choses. Donc là, je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais je pense qu'il y a des... Ou blesser quelqu'un, tout blesser bêtement. quelqu'un. Ouais, voilà. Parce que après, on est là à avoir une posture de se dire « Oh là là, faut pas que je dise ça ». Non. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question, si je dis ça, je vais peut-être faire du mal à quelqu'un sans le vouloir, mais je vais le faire. Et on n'est pas méchant de base, à la base. Hein, on n'est pas consciemment méchant. Donc je me censure pas de sujet. Dans la vie et dans l'écriture, je ne suis pas du genre à aimer les censures. Mais par contre, il y a des sujets sur lesquels on est, enfin pour moi, on verra pour mes camarades, où je suis plus à l'aise que d'autres. Et de toute façon, quand j'écris, je veux écrire quelque chose qui me plaise, que j'ai envie de raconter et de partager. Bah forcément, si je suis pas à l'aise sur un sujet, je vais pas le faire. Enfin, il n'y aura pas eu d'idée qui me serait forcément venue. Par contre, des choses qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de partager, bah forcément, certaines injustices ou des sujets écologiques dans le dernier que je suis en train de rédiger, bah, si j'ai envie de les partager, voilà, je suis plus à l'aise en fait. Ouais. Et toi, Billy, il y a des choses que tu t'auto-censures ou tu t'interdis ou tu n'irais jamais Non, franchement, là, comme ça, je vois pas. Quand j'ai envie de vivre une émotion, je la vis complètement. Ah ouais. Parce que, moi, on va dire, quand j'écris, c'est le seul moment où je suis entièrement moi. En dehors de l'écriture, j'ai plein de troubles sociaux, je faisais de la phobie sociale avant, tout ça. Donc, beaucoup de choses qui ont fait que je communiquais pas forcément facilement. Donc, l'écriture est vraiment un endroit où justement, j'ai envie de vivre pleinement tout ce qui me traverse, en fait. Oui, parce que tu as des passages horrifiques, Oui. gratinés. Oui, voilà. Toi aussi. Hein, donc là, Oui. on a deux auteurs. Donc, tu dois quand même pousser dans les retranchements. Ah oui, c'est complètement. pas que tu souhaites ces horreurs. Ah non, pas du tout. Mais tu te lâches à les décrire, tu y vas. Oui, quoi. voilà. Ouais, ouais. Après, si vraiment je décris une scène horrifique ou quoi, c'est que je trouve que ça sert le roman et surtout l'émotion que j'ai envie de transmettre. Il y a des fois, les émotions, elles sont plus facilement Oui, transmises quand elles sont brutes ou voilà. Donc, je suis vraiment. C'est peut-être pour ça que j'écris autant tout le temps, c'est que quand j'écris, je suis tellement bien dans mes baskets que j'ai pas envie de quitter à chaque fois mes livres, mes personnages. Je préfère les livres que la vie réelle, moi. Oh bah dis donc, c'est gentil pour tes enfants. Bon, j'avoue, je les aime bien un petit peu. Mais... Ah quand même. Et toi, Guillaume, il y a des choses que tu évites? Bah, moi j'évite de... Enfin j'essaye de m'interdire m'interdire des choses. En fait, à condition... Moi j'ai besoin de me provoquer moi-même souvent, au contraire. Ah, tu te challenges Je me challenge de ce point de vue-là. Et tu dis, ah non, dis donc, oh là où tu vas là. Ouais, Non, c'est ça. tu Non parles mais à attends, toi-même. toi, ce truc, à condition que ce soit pas gratuit. C'est-à-dire que si telle chose est utile, ne t'interdis pas de l'écrire. C'est plus ce truc-là. Ok, cette chose va servir le roman, cette émotion, cette action va servir le roman. Il faut la pousser jusqu'au bout. Sinon, c'est pas intéressant de la faire. Donc voilà, c'est plus au niveau des thèmes de base qu'on va choisir. On peut se dire bon, attention, là, si j'aborde tel thème, ça peut devenir glissant, donc je vais plutôt éviter. Mais une fois que le thème est choisi. Là, il faut vraiment absolument lâcher les chevaux complètement. Quoi. Et c'est un challenge, ça fait peur. Est-ce que tu as un exemple en tête dans ton roman où tu as été loin Oui, c'est peut-être un peu délicat d'écrire comme ça. Oui, tu n'as pas d'horreur graphique. Hein, non, je n'ai pas d'horreur graphique. Les meurtres, ils sont déjà faits. J'ai une scène qui peut choquer certaines personnes, par exemple, où il y a un Pygmalion qui se sert sexuellement, grosso modo,
de ses poulains, quoi. Comme Voilà, un des gourou, comme choses une comme sorte ça. de Et la gourou. façon de le décrire, bon, c'est pas en soi Ah ouais, la chose, Ouais. mais c'est la façon de le décrire où, au moment de le faire, on se dit, bon, comment est-ce que je visualise ça? Est-ce que je dis, j'y vais de loin et j'évoque la chose de façon à le faire comprendre, ou est-ce que je montre la scène? Et là, oui, je choisis de montrer la scène, sinon c'est pas intéressant. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Hein. Oui. Franchement, moi, je sais pas comment vous faites, mais j'y arriverai pas. Bah écoutez, est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de vous poser? Dites pas non, parce que sinon, du coup, j'ai l'air bête. Si, j'ai... Alors oui, mais Oui, laquelle? Voilà. Oui, il y en a sûrement une, mais on sait pas. Il y en a sûrement une. En tout cas, il fait froid, il pleut, vous êtes vaillant. Là, ça tombe un peu sur le Mais matériel. on est en bonne compagnie. Oui, donc, voilà. Ouais, on est en bonne compagnie, on se tient chaud. Voilà, c'est ce Ah. que j'allais dire. Ben, merci beaucoup. Merci Merci à toi. merci à tout le Super monde. intéressant. Toche, c'est toi qui as le mot de la fin. Fin. Afra Ben, Cervantes, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, Lawrence Stern, Mary Wollstonecraft, Jane Austen, Sir Walter Scott, Leo Tolstoy, Honoré de Balzac, Edgar Allan Poe, Charlotte Bronte, Emily Bronte, Anne Bronte, Nikolai Gogol, Gustave Flaubert, William Makepeace Thackeray, call me William Makepeace Thackeray, Nathaniel Hawthorne, the letter A, Herman Melville, Charles Dickens, Anthony Trollope, Fyodor Dostoevsky, Mark Twain, George Eliot, Emile Zola, Henry James, Thomas Hardy, Joseph Conrad, Catherine Mansfield, Edith Wharton, D.H. Lawrence, E.M. Forster. Happy the man, and happy he alone, who in all honesty can call today his own. He who has life and strength enough to say, yesterday's dead and gone, I want to live today. James Joyce. Hello there. Virginia Woolf. I'm losing my mind. Marcel Proust. Je ne me souviens plus. F. Scott Fitzgerald. Ernest Hemingway. Herman Hesse. Oh, it's so fantastic. Evelyn Waugh. William Faulkner. Tu connais William Faulkner? Anais Nin. Ford Madox Ford. Any color as long as it's black. Jean-Paul Sartre. Let's go. No, Mr. Long. Simone de Beauvoir. Albert Camus. Franz Kafka. Thomas Mann. Graham Greene. Jack Kerouac. William S. Burroughs. Happy the man, and happy he alone, who in all honesty can call today his own. He who has life
Kingsley Amis, Doris Lessing, Vladimir Nabokov, Hello Little Girl, William Gold. Merci les gars, les filles. Merci à toi. Super, merci. Bah, c'était bien sympa. Ouais, Vraiment. ouais. Hein C'est bien un plaisir. Ouais. Un plaisir, c'est sympa. Elle a Ah, goutonné. plusieurs, ouais. Hein, oui, bah. Moi, j'en ai fait beaucoup. Ouais. Ça va, il y a pas trop de reniflement, ça donne Oui. pas plus risque. Mais Je toussais comme ça. Ouais, mais moi, Je faisais le pont en arrière. En fait, tu vois, Gymnastique, quand même. dans la discussion, les questions viennent. Parce que, voilà. Pour ça, moi, je prépare presque rien. Ah, c'est mieux quand c'est comme ça. Ouais, que non, ça parce se qu'au nourrit, final, ouais. on dira pas ce qu'on avait envie de dire, mais tant pis, au moins c'était beau. Ah, C'est comme super. l'appel du podcast. Et voilà. Le vrai. Parole d'un vrai podcasteur. Ah ouais, lui, c'est un pur. Hein. C'est un punk, ouais. Oui. Moi, j'aime bien les. Martin Amis, Brett Easton Ellis, Umberto Eco, I don't understand this either. Gabriel Garcia Marquez, Mikasa Mukasa. Roddy Doyle, Salman Rushdie. Names who live forever. Votre podcast est plein de vitalité. Regardez-le évoluer de flux en flux et s'épanouir dans les oreilles des auditorices. Mais attention, c'est là, entre l'hébergeur et les plateformes, que le mauvais goût s'installe. Heureusement, il y a Galaxy Pop. Galaxy Pop, c'est le label qui redonne finesse et bon goût à vos émissions. Grâce à Galaxy Pop, votre podcast retrouve le peps et ses couleurs d'origine. En plus, Galaxy Pop sent bon. N'attendez plus, passez chez Galaxy Pop. Galaxy Pop, c'est bon, mangez-en.